Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce club de lecture de l'École branchée. Donc, je m'appelle Martine Rioux, je suis rédactrice en chef de ce magazine. Aujourd'hui, on accueille avec nous Jean-Sébastien Reid de Idées Éducation entrepreneuriale, Sabrina Marcoux de l'organisme Ose entreprendre et Corinne Germain du Centre de services des découvreurs. Faut pas que je me trompe. Donc, qui ont tous trois, ils ont collaboré à la réalisation du magazine. Je vais commencer là, par une petite présentation de l'école branchée là, pour ceux qui se joignent à nous. Et ensuite, nous allons parler du magazine et on pourra enchaîner là, avec la discussion. Et puis, tout au long là, de la discussion, n'hésitez pas à intervenir, lever la main si vous voulez participer aussi aux échanges. Donc, on veut que ce soit vraiment de façon très informelle entre nous. Il va y avoir une rediffusion qui va être disponible par la suite. Donc, si vous nous écoutez en rediffusion, ben merci d'être là avec nous. Donc, l'école branchée, c'est d'abord un magazine, une revue professionnelle qui est au service de l'éducation, des enseignants, du personnel de direction, des conseillers pédagogiques, 3 fois par année, disponible en imprimé et en numérique, en français et en anglais maintenant depuis 3 ans. Et puis, pour ceux qui sont bilingues, je vous invite fortement à consulter les deux versions, autant en français qu'en anglais parce que ce ne sont pas des copies conformes l'une et l'autre. Donc, il y a vraiment des différences entre les deux éditions, dépendamment là, des ressources qui vont être disponibles en français ou en anglais. Donc, ça peut être intéressant là, de voir les deux. Et aussi, pour les gens qui lisent le magazine, c'est possible de réclamer un badge de lecture avec notre organisme partenaire Cadre 21. Donc, ça compte dans les heures de développement professionnel. Donc, l'école branchée, c'est pour ceux qui nous connaissent moins. C'est aussi d'autres services complémentaires pour les écoles, dont les formations Créacan, qui sont offertes en version découverte en ligne, sont dans une formule d'1 heure, avec différents collaborateurs, différentes thématiques. C'est aussi des formations Créacan sur mesure et puis des activités pédagogiques Scoop, qui sont des activités conçues là, vraiment clés en main pour permettre d'atteindre des différents objectifs du programme de formation. Et bien sûr, le volet média qui se poursuit en ligne, qui n'est pas seulement le magazine, mais aussi le fil d'actualité qui est presque quotidien, en fait, avec des nouvelles quotidiennes pour vous alimenter dans vos réflexions, partager des projets inspirants et tout. Et pour être sûr de ne rien manquer, bien, on vous invite fortement à vous abonner à notre infolette hebdomadaire. Donc, à ce moment-là, vous avez accès là, vraiment à un résumé à chaque semaine, le mardi et le vendredi. Vous avez des résumés là, de ce qui s'est passé dans la semaine sur nos plateformes et dans nos activités. Et puis, pour ceux qui sont présents aujourd'hui, on a donc le tirage de prix de présence qui va être, on va les attribuer à la toute fin. Donc, restez avec nous. Donc, une édition familiale de Taptouche et une édition aussi familiale du logiciel Antidote. Donc, merci à nos partenaires. C'est Druide, notre partenaire officiel. Donc, j'en arrive à ce numéro. J'aime bien quand même le montrer en vrai parce que l'édition papier, ça fait toujours plaisir, malgré le numérique, de le tenir dans nos mains, ce numéro. Donc, on voulait faire vraiment, les thématiques sont décidées quand même longtemps à l'avance à l'école branchée, mais je pense qu'on a quand même le sens du timing. Donc, la culture entrepreneuriale, vraiment un sujet là, qui est de plus en plus discuté. Dans l'actualité, dans nos écoles et tout ça, parce qu'on cherche des façons d'engager les jeunes, de les motiver dans leurs apprentissages. Puis une des façons de faire, c'est vraiment d'avoir des projets authentiques, des situations là, où ils vont être vraiment placés dans l'action. Et également, on va le voir, là aussi, les intervenants vont pouvoir en témoigner là, de tout ce que ça amène aussi comme développement de compétences autres, au niveau autant de la résolution de problèmes, l'estime de soi, la collaboration et autres compétences vraiment déterminantes. Donc, le but de la culture entrepreneuriale à l'école, ce n'est pas de former des entrepreneurs, ce n'est pas de mettre sur pied des entreprises scolaires,
c'est vraiment tout autre. C'est vraiment plus au niveau de l'engagement et des projets là, authentiques. Et ben ça, je l'ai répété souvent, puis même quand je relisais là, les articles qui m'étaient soumis, ça revenait beaucoup là, dans les articles que justement, c'est pas dans le but de créer des entrepreneurs qu'on fait ce genre de projet, mais je pense qu'il faut quand même encore le marteler et le dire. Donc, c'est important de le faire. Et puis aussi, je voyais justement, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, là, il y avait un sondage justement d'une fédération d'entrepreneurs canadiens qui disait là, que au-delà des entreprises, ben, ils souhaitaient là, que les jeunes soient de plus en plus formés là, à des projets à savoir entrepreneurial dans les écoles parce que ça l'amène des jeunes qui vont être beaucoup plus allumés sur leur contexte qui les entoure, aller voir là, plus loin puis découvrir la société, l'environnement et tout ça. Donc, ben, je vais laisser les intervenants parler maintenant. Donc, j'essaie de retrouver ma petite. On va y aller avec Corinne. Donc, ben, Corinne, j'ai juste une petite présentation de toi, conseillère pédagogique au Centre des services scolaires des Découvreurs, impliquée de plusieurs années là, dans le projet Découvreurs en action. Donc, ben, dès que j'ai parlé à différentes personnes de la thématique, il y a eu une unanimité de gens qui m'ont dit il faut absolument que Corinne participe à ce numéro. Donc, ben, ça m'a amené à collaborer avec toi, Corinne. Et puis, ben, je te cède la parole je vais arrêter mon partage là, pour qu'on puisse vraiment être entre nous. Donc, je te cède la parole si tu veux présenter ton article, la démarche Découvrir en action. Puis, s'il y a des gens là, qui ont des questions aussi, n'hésitez pas là, à lever la main pour intervenir. Ben, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui puis d'avoir contribué à ce numéro spécial sur le développement de l'esprit d'entreprendre à l'école. Pour moi, c'est une histoire d'amour, l'esprit d'entreprendre à l'école, mais ça a commencé avec une certaine confusion, si je peux dire. Tu sais, tantôt, tu parlais de l'importance de démystifier, là. C'est vraiment le plus grand cheval de bataille. Puis moi-même, quand on m'a donné ce mandat-là pour être responsable local pour le défi Ose entreprendre, c'est vraiment comme ça que l'aventure a débuté. Je dois avouer que je comprenais pas c'était quoi vraiment l'entrepreneuriat. Il a fallu qu'on m'explique puis Jean-Sébastien a fait partie de mes mentors, si je peux dire, là, pour vraiment m'aider à comprendre c'est quoi l'esprit d'entreprendre à l'école. Puis je me souviendrai toujours d'un dîner où j'ai vraiment compris c'était quoi. Puis ça a été comme une illumination, ou en tout cas une révélation, là, si je peux dire. Et depuis ce temps-là, étant moi-même une enseignante du champ du développement de la personne, où j'ai à cœur le développement de l'empowerment des jeunes, puis d'apprendre à s'entreprendre, ça a toujours fait partie moi-même de ma personnalité, de ma vie. J'ai plusieurs exemples où j'ai dû faire preuve d'entrepreneuriat et d'esprit d'entreprendre dans ma vie. Et je voulais transmettre ça aux jeunes, de dire que si moi j'ai réussi à le faire dans ma vie, à accomplir de grandes choses, vous pouvez le faire aussi. Ça a toujours été ma trame de fond. Donc, quand j'ai vu que l'entrepreneuriat scolaire, c'était ça, ben moi j'ai sauté dans cette aventure les deux pieds vraiment bien ancrés en me disant je veux transmettre l'information, je veux transmettre, démystifier sur le terrain, puis il faut que tout le monde puisse en faire. Aussi modeste soit-il le projet, je veux qu'on puisse développer le réflexe entrepreneurial chez nos jeunes parce que je crois sincèrement que c'est des outils qu'on peut leur donner euh, pour réaliser des projets, mais aussi leurs rêves, leurs objectifs personnels de vie. Donc, ça va beaucoup plus loin que la simple réalisation d'un projet où, bien sûr, ils développent des compétences qui sont transversales dans plusieurs emplois qui pourraient travailler dans le milieu de travail éventuellement. Mais là, c'est vraiment au point de vue personnel aussi que je trouve c'est important. Donc, c'est pour ça que mon article s'appelle Une approche efficace pour développer l'esprit d'entreprendre à l'école, découvreur en action. C'est que au départ, en étant responsable local du défi aux entreprendre, j'ai pris connaissance de plusieurs enjeux sur le terrain. Puis là, j'ai réalisé assez rapidement que moi, Corinne, toute seule, je ne pourrais pas répondre à tous ces besoins-là.
Mais je recevais beaucoup des offres de services d'organismes. Carrefour Jeunesse Emploi, Option Travail, qui est un partenaire très, très proche de travail. On travaille en complicité très étroitement. Le CQCM, le Conseil québécois de la coopération de la mutualité, qui a contribué aussi au développement de Découvreurs en action. On a aussi la Faculté des sciences de l'administration, FSAU Laval, qui est un de nos grands partenaires parce qu'on travaille, on est proches aussi, hein, les découvreurs, puis l'Université Laval, on est à côté. Puis, on a JA Québec aussi, qui est un de nos grands partenaires nouveaux cette année, qui va vraiment développer un accompagnement sur le terrain pour le primaire, où là, on a un trou de service. Donc, Découvreur en action, la force, c'est vraiment cette approche où on a une offre de service en complémentarité, une approche écosystémique qui permet d'accompagner le terrain. Donc, à la place de recevoir des offres de services de tous ces partenaires-là, puis que les enseignants ne savent pas trop, mais c'est quoi, ça peut-tu vraiment m'aider, ou ils reçoivent juste dans leur pourriel, bien, nous autres, ce qu'on a dit, c'est on va créer une structure d'accompagnement. Donc, à chaque année, dans l'étape des directions du secondaire, du primaire, on fait une présentation de l'entrepreneuriat. On fait aussi, on a un site web là, où on a vraiment toute notre démarche, la boîte à outils, des ressources. On fait une veille pédagogique de tout ce qui existe en entrepreneuriat pour soutenir les enseignants sur le terrain concrètement, efficacement. Et dans notre approche, bien sûr, on accompagne les comités entrepreneuriaux des écoles qui sont mis en place et qui sont la clé du succès pour permettre de développer l'esprit d'entreprendre dans les écoles du centre de service. Donc, quand je parle de comités entrepreneuriaux, c'est que je travaille en compétences conjuguées avec la direction qui euh, doit assumer un certain leadership pour développer l'esprit d'entreprendre dans son milieu. On a aussi de plus en plus d'écoles qui ont mis l'esprit d'entreprendre ou l'entrepreneuriat dans leur projet éducatif. Donc ça, c'est sûr que ça fait une très grande différence parce que, en quelque sorte, c'est leur cible, ça fait partie des cibles d'apprentissage des élèves. Donc, de plus en plus, là, aussi dans des écoles où on a des élèves issus de l'immigration, c'est des compétences qu'on veut développer avec les jeunes pour développer justement le pouvoir d'agir, mais aussi aider la communauté. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, ben, ça a un impact sur la communauté. On donne au suivant, on peut faire une différence positive dans la vie de personnes de notre école, de notre ville, de la société ou du monde à plus grande échelle. Donc, l'objectif, c'est aussi de s'entraider à travers ça. Puis, j'aime ça dire aussi faire un monde meilleur. Je pense on veut amener les jeunes à prendre conscience des besoins réels qui existent dans la société. Donc, à travers un produit, service, événement, nos jeunes sont amenés à faire des projets qui vont faire une différence dans leur communauté. Donc, c'est pour ça que c'est un peu cette approche-là que j'ai décrite dans l'article qui est dans cette édition-là. Donc, puis dans les premiers enjeux que j'ai ciblés, ben, c'est vraiment démystifier l'entrepreneuriat. À chaque année, je suis accueillie dans des assemblées générales dans mon centre de service et je peux expliquer, démystifier, répondre à des questions, donner des exemples concrets de projets qui se vivent dans l'école puis que les autres enseignants ne savent même pas que c'est de l'entrepreneuriat. Puis aussi donner des exemples où les enseignants vont se retrouver selon la discipline. Euh, c'est pour ça que, par exemple, en anglais, dans des contextes d'anglais intensif ou en espagnol, ben, ça permet de développer des projets entrepreneuriaux parce qu'ils ont une flexibilité pédagogique plus grande. On peut aussi développer des projets entrepreneuriaux en parascolaire, en classe, bien sûr. Donc, moi, c'est sûr que j'ai le côté un peu plus pédagogique. Puis tout à l'heure, je vous parlais de Découvreurs en action, c'est d'avoir de l'accompagnement sur le terrain. Donc, Option Travail, qui est notre Carrefour Jeunesse Emploi, avec ma chère Cassandra Buis, qui je pense qu'elle est présente aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un travail de terrain qu'elle fait pour accompagner concrètement les projets sur le terrain, les élèves. Puis, on se le fait dire régulièrement par les directions, mais une fois que Cassandra est arrivée dans les milieux, on ne peut plus s'en passer. On la connaît, on connaît son efficacité, on connaît le type d'accompagnement qu'elle peut offrir. Donc, ça répond à un besoin réel. Puis, au primaire, ben là, cette année, on va avoir un accompagnement
qu'on tente de mettre en place aussi avec GIA Québec qui va offrir justement l'accompagnement terrain. Puis, ça inclut aussi, parce que c'est pour terminer la boucle, avec mon rôle de responsable local pour le défi aux entreprendre, ben, de s'assurer que les projets sont vraiment entrepreneuriaux, qui répondent à différents critères qui nous permettent de participer aux défis aux entreprendre, puis le fait d'avoir des accompagnateurs sur le terrain, le fait d'avoir des comités entrepreneuriaux qui font une certaine veille des projets dans l'école, ça nous permet de s'assurer que nos projets, ils développent vraiment l'esprit d'entreprendre, puis qu'on n'est pas juste en train de faire des projets pour avoir une subvention aussi. Donc, voilà. Fait que, tu sais, je comprends que c'est vraiment aussi une prise en charge là, dans les milieux. Là, ça permet, tu sais, ça doit être sécurisant quand même pour les enseignants ou les directions de savoir qu'il y a une équipe là, sur qui compter pour s'appuyer. Absolument. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que on sait que la personne de référence, bon, c'est moi principalement. Bien sûr, nos partenaires sont présents aussi, puis on peut les solliciter. Puis le fait d'avoir un comité dans l'école, ben c'est ça la sécurité, c'est nos yeux aussi, puis nos oreilles de dire, ah, savais-tu que tu fais un projet entrepreneurial? Il y a une subvention, tu peux participer au défi aux entreprendre. Donc, c'est vraiment d'avoir une communauté. Dans le fond, c'est ce qu'on a développé au Découvreur. On a une communauté de leaders pédagogiques en entrepreneuriat où j'ai des gens qui connaissent c'est quoi l'esprit d'entreprendre, qui ont déjà participé au défi aux entreprendre, puis qui sont là sur le terrain pour, comme dans leur rôle, leur reconnaissance là, sur le site Internet. On a notre communauté de leaders pédagogiques. Puis leur rôle, c'est vraiment de pouvoir en parler du défi aux entreprendre sur le terrain, puis d'inciter les gens à participer année après année. Ben ça, puis tu le disais, ben dans l'article, c'est mentionné aussi là, qu'il y a vraiment une augmentation des projets qui sont soumis au défi là, depuis que toute cette structure-là est en place. Absolument. C'est pour ça que quand je dis que c'est une approche efficace, ben, d'avoir des leaders pédagogiques, des comités entrepreneuriaux, une approche avec différents partenaires qui accompagnent sur le terrain, ben, ça fait que, veut pas, les gens, ils connaissent les mesures, le financement possible, puis tu sais, ça peut être la mesure du ministère, mais il y a plein d'autres financements possibles sur le terrain, différents concours auxquels on peut participer. Ben, on en fait la promotion. Découvreur en action, c'est aussi la programmation de plusieurs activités, dont Futur Leader à FSA Laval, qui est étudiant d'un jour, qui permet à nos jeunes du deuxième cycle du secondaire, principalement quatrième, cinquième secondaire, d'aller assister à une formation, une journée étudiant d'un jour. Donc, ils assistent à des cours d'enseignants du secondaire, du secondaire, de l'université. Et ils visitent l'université. On est vraiment reçus. C'est une journée extraordinaire, très enrichissante à chaque année. On a aussi Filia, qui est un accélérateur de projets au féminin, donc pour les jeunes filles, parce qu'on sait en entrepreneuriat, il y a moins de femmes que d'hommes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'encourager l'esprit d'entreprendre aussi chez les femmes. Donc, c'est un événement qui a lieu aussi à chaque année au retour des fêtes. Et puis, on fait une tournée aussi cette année à l'automne, la tournée automnale, c'est qu'on va aller rencontrer les comités d'élèves, là, les gouvernements étudiants dans les écoles, les conseils étudiants, là, ça a des noms différents d'un milieu à l'autre. Puis, on va aller les rencontrer pour parler de l'esprit d'entreprendre et du défi aux entreprendre pour en faire la promotion des subventions possibles. Parce que c'est là que les projets se font chez nos jeunes. Donc, on s'est dit, on veut rassembler les comités. Donc, tournée automnale. Donc, c'est ça, c'est vraiment découvreur en action dans son approche. On a vraiment une approche écosystémique où on entre de plusieurs côtés, puis avec nos leaders pédagogiques, les partenaires, je pense que c'est vraiment ça ensemble. C'est le cliché du proverbe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je pense qu'on incarne bien ça, découvreur en action. Ouais, je pense que la manière dont vous êtes organisé, je pense que ça fait quand même des jaloux là, dans certains milieux, mais ça pourrait les inspirer aussi à faire la même chose. Puis, juste mentionner que dans le magazine aussi, dans l'article, il y a vraiment, il y a accès, là, voyons, tu avais donné accès au calendrier d'activités, là, justement, ce que tu dis un petit peu, la séquence de comment ça peut se dérouler, la planification sur une année. Donc, ça peut devenir un outil intéressant là, pour d'autres écoles ou centres de services qui voudraient s'en inspirer. Oui, c'est Ben, ça, c'est vraiment merci.
hop, c'est Non, vraiment non, la mais vas-y. C'est vraiment la clé, notre clé du succès, si je peux dire. Puis c'était d'y penser. C'est aussi la direction générale de mon centre de service m'a attribué une très grande confiance et tout ce que je propose, c'est quand même accepté. On me permet d'avoir plein d'idées que je peux mettre en action. Donc, c'est sûr que tout ça est réaliste et réalisable parce que j'ai la confiance des services éducatifs où l'entrepreneuriat est vu comme une offre de service autant que pour l'accompagnement du français, des maths, de l'univers social, des sciences, ben, on offre aussi le service de l'accompagnement pour développer l'esprit d'entreprendre. Donc, moi, je pense que le plus beau cadeau quand les gens m'appellent puis qui ont vu ils tombent sur mon site web puis qui me disent c'est tout ce que j'aimerais faire. Est-ce que je peux m'en inspirer? Est-ce qu'on peut collaborer? Ben, la réponse, c'est toujours oui, parce que pourquoi réinventer la roue? On travaille comme conseiller pédagogique avec des petits pourcentages de tâches. On veut faire un maximum de choses. Ben, c'est ensemble qu'on peut y réussir. Donc, s'il y en a qui veulent collaborer avec moi, n'hésitez pas à communiquer. L'appel est lancé. C'est ça. Donc, ben, on pourra revenir là, avec toi un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je vais passer la parole maintenant à Jean-Sébastien Reed, qui est directeur général adjoint de idées éducation entrepreneuriale. Donc, comme j'ai dit au départ, là, Jean-Sébastien n'a pas rédigé, mais en tout cas, fortement inspiré. Là, merci encore. Là, en fait, Jean-Sébastien, là, dès le début là, du magazine, la création du magazine, j'avais une rencontre avec lui pour qu'il me donne plein de sources d'informations et aussi là, l'article, le premier article dans le magazine que j'ai rédigé avec quand même là, une bonne collaboration là, de Jean-Sébastien. Puis aussi, j'aimerais que tu nous parles d'un peu toute la démarche là, de l'éducation entrepreneuriale consciente qui est dans votre organisme. Puis aussi, je prends la peine quand même de préciser que dans l'article, dans le magazine en français, il y a un article aussi de Hélène Lucas du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. Donc, qui a fait un article, mais qui s'inspire là, justement, qui est en une collaboration là, avec ID. Donc, à toi la parole, Jean-Sébastien. Ben, merci pour l'invitation, puis merci pour cette édition-là. C'est un domaine qui a besoin d'être nourri, puis un peu comme vous l'avez mentionné dès le départ, qui a besoin des fois d'être ramené sur l'actualité parce que tous les vecteurs de motivation et de persévérance scolaire s'y retrouvent à travers les actions que les jeunes et les classes mettent en œuvre, chacun de leur côté. Puis on a besoin aussi de replacer parfois nos perceptions initiales face à l'entrepreneuriat à l'école. Comme tu l'as dit, le première image qu'on voit, c'est le petit garçon en cravate avec son kiosque à limonade, mais on essaie de faire en sorte que les jeunes puissent développer beaucoup plus largement que juste leur esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprendre, puis nous, on ajoute de s'entreprendre aussi, est très important chez nous. Le développement de la personne fait partie là, vraiment là, des éléments clés de notre organisation. Puis si on avait à la comparer à d'autres organisations qui sont partenaires, avec qui on collabore à l'occasion, c'est que on est une des rares organisations qui est composée de gens de l'éducation. Généralement, c'est souvent des gens qui sont du domaine de l'entrepreneuriat ou de l'administration ou de la communication qui forment, tu sais, dans la majorité des CJE, ce n'est pas des éducateurs. Il y a eu CQCM qui en a un petit peu des fois, qui a aussi un bon bagage de formation pour ses agents, mais règle générale, ce n'est pas du monde de l'éducation. C'est ce qui nous distingue là, dans notre accompagnement particulier. Parce que bien entendu, on ne prétend pas être des entrepreneurs, même si en quelque sorte, comme directeur d'école, on est parfois des entrepreneurs d'école. Euh, je pense que c'est beaucoup de faire en sorte que, on puisse travailler avec nos communautés dans chacun de nos milieux, puis faire en sorte que cette communauté-là puisse œuvrer pour le plein développement de nos jeunes de différentes façons. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne au Québec, mais partout au Canada maintenant, les jeunes, leurs enseignants, les directions d'école, les parents, les communautés, pour faire en sorte qu'on crée des alliances nouvelles pour faire en sorte que les jeunes puissent se trouver utiles puis qu'ils puissent être des influenceurs positifs pour leur communauté. Le projet, ça a été mentionné à plusieurs endroits dans la revue,
Ben, c'est à l'origine, on trouve l'origine par le besoin ou le défi ou la problématique qui est présente dans une communauté, puis qu'on cherche des solutions. Mais les jeunes, quand ils trouvent cette solution-là par l'impulsion, des fois de leur enseignant ou d'un adulte ou d'une activité de déséquilibre, ben, il peut se mettre en action, puis là, trouver des contextes authentiques pour apprendre. Euh, un des éléments de motivation, puis si on fait l'exercice de se demander ce qui nous a marqué de notre parcours scolaire, ben, c'est pas de remplir des pages de cahier qui nous a marqué généralement, c'est des expériences authentiques. Je me souviens, moi, l'enseignant en sixième année qui est arrivé avec son poulailler dans la classe, puis que là, bon, on va faire des œufs, puis tout ça. C'était pas entrepreneurial, mais c'est juste pour montrer que on faisait quelque chose de vrai. Nos sciences, c'était des vraies choses, c'était authentique, puis c'était motivant. Donc, l'expérience entrepreneuriale pour nous, c'est vraiment dans cet esprit-là, mais tant qu'à faire quelque chose, faisons quelque chose d'utile, faisons quelque chose qui va améliorer notre environnement, notre communauté, notre bien-être. Corinne a parlé d'améliorer le monde, mais on travaille beaucoup avec les objectifs de développement durable, ce qui fait que quand on fait quelque chose, mais on l'associe à un des ODD, puis on est capable de se dire, ben, on contribue à une mission collective que la planète devrait se donner pour améliorer notre monde. Puis même si on est le petit colibri dans la forêt qui essaie d'éteindre le feu, mais on contribue à notre mesure, même si je suis en maternelle, même si je suis en sixième, même si je suis en secondaire 5. Je pense que l'âge n'a pas d'importance, mais c'est l'effort que chacun apporte. Puis des Corinne Germain, ben, c'est des cas d'espèce au Québec. Sabrina pourra mieux nous le dire, mais il n'y a pas beaucoup de conseillers pédagogiques qui ont une tâche formelle en entrepreneuriat qui sont aussi responsables locales. Parmi ceux-là, peu ont réussi à mobiliser et à créer ce que Corinne a fait avec Découvrir en Action. Donc, quand on me demande, ben, y en a-tu d'autres modèles, mais il n'y en a pas tant de modèles. Il y a quelques-uns. On en parlait justement, Corinne et moi, la semaine dernière. Il y a Corinne, il y a Jérôme Gagnon au Lac-Saint-Jean. J'en connais quelques autres comme ça, mais très peu. Généralement, même le dossier du défi local se partage d'une année à l'autre, pas toujours à la même personne. Donc, quand on veut créer une mobilité, pas une mobilité, une mobilisation d'une communauté, ben, ça se fait sur du long terme. C'est un processus. On commence à créer des réseaux, puis ces réseaux-là nous amènent à avoir des collaborations, puis éventuellement des partenariats. Puis Corinne est rendue presque à 10 ans maintenant, à peu près là, d'action et plus. Mais vous voyez qu'elle n'est pas arrivée à découvrir en action du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est construit par sa curiosité intellectuelle. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui fait que les enseignants qui développent une posture entrepreneuriale développent eux-mêmes dans leur classe leur réseau. Les directions qui ont une posture entrepreneuriale aussi développent leur réseau. Puis ça fait en sorte que tranquillement, les choses se mettent en place, mais toujours pour le meilleur de notre communauté. Notre communauté, mais j'appelle ça, c'est comme un peu des poupées russes. Ça peut être ma classe, ça peut être l'école, ça peut être mon village, ma ville, ça peut être mon pays. Le monde, ultimement, c'est à moi de déterminer à quel type de communauté je veux contribuer. Fait que notre rôle à nous, c'est vraiment d'accompagner le réseau scolaire dans cette mise en œuvre-là de façon écosystémique par une présence terrain, puis en travaillant sur les pratiques pédagogiques. Dans le fond, c'est du développement professionnel qu'on fait auprès des enseignants, des intervenants scolaires qu'on rencontre. Puis quand on est capable de travailler au niveau d'un conseil scolaire, d'un centre de service, mais on sait que la portée tentaculaire que Corinne a actuellement, ben, on va peut-être y contribuer aussi dans ce centre de service-là en faisant en sorte que des conseillers pédagogiques amènent un peu plus ça dans leurs écoles, dans leur posture d'accompagnant aussi. Fait que c'est un peu ça qu'on fait au quotidien, puis des occasions comme celle de la revue nous permettent de mettre des mots sur nos actions, puis de voir que finalement, ben, il y a des influences à gauche et à droite, parce que là, on a vu Hélène Lucas qui a contribué, et même avec Mathias et ses collègues, mais on voit que on a une communion finalement idéologique là, qui est présente, qui fait en sorte que ensemble, ben, on réussit à faire tâche d'huile, puis de plus en plus de contributeurs amènent l'épaule à la roue, puis les champs de recherche sont de plus en plus nourris aussi par cette posture-là qui est assez récente. Tu sais, au niveau de la recherche, je pense que Mathias au Québec a été un de ceux qui est venu mettre des jalons importants là-dessus, puis a une influence internationale maintenant. Donc, je pense que ça fait partie de ceux qui sont de plus en plus intéressés
Je pense que Mathias, moi, il y a plein de personnes qui passent entre mes mains qui disent, ah, j'aimerais ça contacter Mathias, je voudrais faire ma maîtrise, je voudrais faire mon doctorat, puis il doit en refuser des tâches de maîtrise et de doctorat, mais de plus en plus de personnes s'intéressent à aller plus loin sur ce domaine de recherche-là. Puis ça, c'est juste positif pour nous qui accompagnons le réseau aussi. Peut-être juste préciser, là, mais c'est Mathias Pépin à la Faculté des sciences de Oui, l'administration à désolé. l'Université Laval. Là. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est correct. Mais lui J'aimerais aussi, ça, t'as juste Jean-Sébastien. une chose, c'est que lui, même s'il est à la Faculté des sciences de l'administration, pour ceux qui le connaissent moins, c'est un enseignant qui est venu au Québec faire un stage en enseignement, comme je pense en troisième année au bac en enseignement primaire, qu'on peut faire des échanges. Lui, il était venu faire sa troisième année ici. Puis finalement, mais il s'est fait une blonde au Québec, puis il est allé finir son bac, mais il est revenu faire sa maîtrise, son doctorat et son postdoctorat au Québec, puis maintenant, ben, il est citoyen canadien. Mais c'est tout un parcours qui a fait en sorte que l'entrepreneuriat est devenu son champ d'études, puis qui a été maintenant à la Faculté des sciences d'administration, mais c'est d'abord un enseignant. Oui, puis je me rends compte, c'est ça, il y a vraiment des figures, là, on va dire comme ça, là, porteuses là, du dossier de l'entrepreneuriat au Québec. Puis comme tu le dis, sont pas tant nombreuses, mais ces personnes-là ont vraiment une influence. Puis j'étais quand même contente qu'on en ait, tu sais, je pense qu'on a eu pas mal une belle représentativité là, de ce monde-là dans le magazine, donc ça donne du poids à ce qu'on fait. Je vois Corinne qui lève le petit doigt, oui. Ton micro, Ouvre Corinne. ton micro, par contre, ouvre ton micro. Bon, excusez. Dans le fond, je voulais rajouter, parce que Jean-Sébastien parlait de Mathias, puis c'est clair que si vous n'avez pas vu ça dans l'édition actuelle là, pour cultiver l'esprit d'entreprendre à l'école, c'est la matrice du projet entrepreneurial responsable. En École branchée nous a fait une version très colorée et dynamique qui fait plaisir à utiliser. Donc, nous, on l'a déjà utilisé à notre journée Futur Leader avec Mathias qui a fait un atelier avec nos élèves. Et c'est vraiment concret, cette matrice-là, pour permettre même les enseignants, ce qu'ils me disent, moi, je me fais une idée de mon projet, là, je remplis la matrice, je remplis les différentes sections, je réponds aux questions, puis ça me donne un bon portrait. Puis, on s'était assuré, là, dans la version provisoire, là, on a tous contribué, Jean-Sébastien, moi, Option Travail, pour s'assurer que on puisse faire des liens avec la candidature à écrire aux défis aux entreprendre, puis à répondre là, aux critères. Donc, c'est vraiment une super matrice qui nous permet de structurer notre pensée, nos idées, puis d'avoir une vision 360 de notre projet quand on le met en branle, puis on peut faire travailler les élèves concrètement aussi avec cet outil-là. Donc, nous, c'est vraiment maintenant, c'est devenu un outil qu'on utilise dans nos accompagnements terrain puis avec les enseignants aussi. Oui, puis la matrice, juste pour préciser, là, est disponible vraiment gratuitement aussi là, via autant le site de l'école branchée que le site là, de la faculté, de la chaire, en fait, de Mathias à l'Université Laval. Donc, ça devient vraiment un outil concret là, pour les écoles. Vraiment. Ben Jean-Sébastien, juste avant de conclure avec toi, je voulais que tu me parles peut-être un petit mot sur l'auto-formation que vous avez développée à IDE. On n'en parle pas dans le magazine parce qu'elle a été lancée après, mais tu peux peut-être glisser un mot de cette démarche-là. Oui, mais en fait, on vient de lancer, puis elle est gratuite justement jusqu'au 30 juin prochain. Ça s'appelle G1D sur le site g1d.com. Dans le fond, l'idée, c'est que, vous comprenez qu'on utilise beaucoup le mot idée, mais l'idée, c'est que beaucoup d'enseignants nous disent comment je fais pour partir mon projet? Où je trouve mes idées? Ce qu'on a créé, puis ça, c'est dans le fond une version 2, parce que quand la pandémie est arrivée en 2020, du jour au lendemain, tous les élèves étaient isolés à la maison. Puis, ben, ils ne savaient pas trop quoi faire. Puis nous, ben, on se trouvait un peu comme désarmés d'une certaine façon parce qu'on ne pouvait plus accompagner, plus aider. Ce qu'on s'est dit chez ID, c'est qu'on va travailler à faire en sorte que les jeunes puissent continuer de se sentir utiles en trouvant des choses qu'ils pourraient faire dans leur maison, auprès de leur communauté, etc. Fait qu'on avait développé une première plateforme bénévolement avec une trentaine de personnes. Les agents du CQCM étaient très présents aussi pour rejoindre les jeunes dans leur communauté pour leur dire, venez là-dessus, vous allez avoir de quoi vous occuper, qui ne sera pas de la drill, parce que rappelez-vous, les enseignants, quand ils ont commencé à travailler en ligne en 2020, c'était, bon, on va faire
On va remplir des pages de cahier, ça va nous occuper, puis ça va faire en sorte qu'on ne perdra pas trop de temps. Mais les jeunes ne se sentaient pas très utiles. Fait qu'on a développé ça sous forme de thématique. Ça veut dire qu'on part toujours avec une question générique. Et là, en 2024, on en a fait une version améliorée. Donc, on part avec nos thématiques avec une question qui suscite une réflexion puis une mise en action. Donc, on a décortiqué la réalisation du projet en certaines étapes, l'activité de provocation, la recherche, le traitement un peu de l'information, puis la mise en œuvre du projet avec des ressources, etc. Donc, l'enseignant qui est plus apprenti, ben, pourrait choisir une des thématiques, se dire, ah, cette thématique-là, elle me plaît, je pourrais dire que je l'aborde avec mes élèves. Et c'est pas nécessairement un 100% clé en main. C'est-à-dire qu'un des dangers que je trouve de ça, dans lequel on aurait pu tomber, c'est vraiment minuter pas à pas le travail de l'enseignant, mais là, ça devient plus non plus de l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneur a cet espace de risque, d'ambiguïté qui est nécessaire en même temps pour aller développer la créativité, le jugement critique, la réflexivité. Donc, c'est comme des grandes étapes. L'enseignant peut en choisir une, peut en choisir plusieurs, peut toutes les prendre s'il veut, mais ça lui donne du jus pour être capable d'alimenter un projet sur une thématique quelconque. Donc là, on a deux premières thématiques qui ont été publiées. Il y en aura d'autres qui le seront dans les prochaines semaines. Mais jusqu'au 30 juin, là, vous pouvez aller voir un peu à quoi ça ressemble, puis éventuellement, là, à partir de l'automne, pouvoir choisir d'embarquer là, dans cette idée-là d'avoir une panoplie de thématiques qui peuvent alimenter autant pour nos enseignants apprentis que pour les enseignants plus avancés, pour avoir des fois un plancher en dessous des pieds quand c'est sur un domaine que tu connais moins bien. Parce que des fois, les jeunes nous amènent sur un champ d'exploration qu'on ne maîtrise pas, nous, comme enseignants, puis on se dit, ben, j'y vais-tu ou j'y vais pas parce que je ne connais pas ça, ce domaine-là, etc. Donc, là, il y aura des thématiques, puis on est aussi ouvert à recevoir des idées de thématiques que vous pourriez avoir dans vos communautés. Dire, ah, Jean-Sébastien, avez-vous pensé à telle thématique qui pourrait être le fun? Fait que là, on en a déjà une quinzaine de prêtes, mais il y en aura d'autres là, qui arriveront là, au fil du temps. Donc, j'ai une idée.com. Quand même une quinzaine, donc beaucoup de beaux matériels qui s'en vient sur le site. Tout à fait. Merci. Ben maintenant, c'est le temps de céder la parole à Sabrina Marcoux, qui représente l'organisme Ose Entreprendre. On l'a déjà mentionné à quelques reprises là, depuis le début. Je pense que c'est un organisme pilier central au Québec, là, justement, qui est mandaté là, par le ministère de l'Éducation pour assurer tout le volet là, de financement des projets entrepreneuriaux dans les écoles. Donc, aussi, là, j'avais, dans le cadre de la préparation du magazine, j'avais réalisé une entrevue là, avec Manon Théberge, qui est la directrice de l'organisme. Puis, j'ai eu quand même là, une belle relation là, avec l'équipe. Puis, ben, chez Ose Entreprendre, ils ont publié plusieurs outils aussi, là, autres que le défi. Là, il y a plusieurs outils dont un jeu avec des caractéristiques entrepreneuriales, les leviers pour l'entrepreneuriat à l'école. Donc, je vais te laisser expliquer tout ça, Sabrina, à nos personnes présentes aujourd'hui. Oui, donc, ben en fait, moi, je trouve ça tellement beau, les échanges qu'on a aujourd'hui. Donc, oui, Corinne, moi, quand j'ai commencé il y a déjà 8 ans pour Ose Entreprendre, Corinne était déjà responsable locale du défi aux entreprendre pour découvrir en action. Je m'excuse, c'est ça, quand on a des petites lumières qui allument avec le mouvement, ils ferment toutes seules. Donc, quand j'ai commencé, Corinne était déjà responsable locale du défi aux entreprendre. Donc, je pense qu'on peut dire que ça fait plus que 10 ans, je pense que, que tu portes ce chapeau. Jean-Sébastien aussi, aidé quand j'ai commencé, était déjà un organisme qui travaillait beaucoup avec aux entreprendre. Et quand j'ai commencé, on était dans l'étape où on sortait un peu de la planche à dessin où, dans le fond, l'équipe de direction, donc entre autres avec Manon Théberge, Éric Tarbeau, travaillait beaucoup à monter ce qu'on a appelé, dans le fond, le cadre de référence de l'esprit d'entreprendre, qui est un peu ce qui a été notre pilier de base, qui était un petit peu, en fait, l'objectif qui a été fait derrière cette démarche, et qu'on était justement en tant qu'organisme, on avait la chance d'être en contact avec plusieurs intervenants du milieu, et on voulait justement pouvoir mettre un peu ce vocabulaire-là de l'esprit d'entreprendre pour un peu
mettre des mots là, dans, dans le milieu pour un peu justement démystifier cette portion-là où quand on parle d'esprit d'entreprendre, on n'est pas dans le créer des petits entrepreneurs. Au même titre que quand on est à l'école, les enseignants ne sont pas là pour, quand on est surtout primaire, secondaire, ils n'enseignent pas dans le but de créer des infirmières, des médecins, des avocats. Ils sont là, on est vraiment dans culture générale. Et l'entrepreneuriat, ben, ça fait partie et ça a tellement des belles retombées significatives pour le développement du jeune on est allé mettre un peu des mots sur ce qui se faisait déjà dans le milieu, là. On ne se le cachera pas. Et de voir maintenant qu'on parle de l'esprit d'entreprendre comme ça, honnêtement, je trouve que c'est génial. On n'en parlera jamais assez. On va continuer, je pense, de démystifier, mais j'ai déjà d'autres responsables locaux qui ont lu le magazine de l'école branchée qui m'ont dit l'année prochaine, je pars avec le magazine qui ont vu plein d'outils et de façons de présenter c'est quoi faire des projets entrepreneuriaux pour justement après présenter à leurs enseignants, leurs intervenants scolaires, les directions d'école pour venir un petit peu démystifier c'est quoi l'entrepreneuriat. Donc, je crois que votre magazine va servir aussi auprès de bien des milieux là, pour justement parler d'entrepreneuriat, parler d'esprit d'entreprendre, puis aussi d'outiller les enseignants. Jean-Sébastien le mentionnait très bien. Les enseignants, souvent, cherchent des outils aussi pour, soit qu'ils en ont déjà fait plusieurs, cherchent des façons un petit peu de revigorer leur façon de faire des projets entrepreneuriaux, ou tout simplement quelqu'un qui n'en a jamais fait et qui veut se lancer. Euh, donc, nous, aux entreprises, on a quand même plusieurs activités qui sont en fait toutes orientées un petit peu, si je peux dire, autour de l'éducation à l'esprit d'entreprendre et des 4 leviers d'intervention. Donc, bien entendu, on a le défi aux entreprendre, qui est une compétition entrepreneuriale qui met en lumière cette année, là, on a eu 75 215 participants qui ont participé là, à la 26e édition du défi aux entreprendre. On est présentement dans la sélection nationale. Donc, la semaine dernière et cette semaine, là, on est dans les derniers jurys avec les candidats en vue du gala. Donc, on est super fiers de cette participation et c'est grâce à des intervenants comme Corinne, on va, on va souligner qu'on a une mobilisation comme ça. Donc, eux aussi, avec les années, avec tout le travail qui a été mis en place pour aller justement mobiliser, parler d'entrepreneuriat démystifié, bien, ils ont vu leur participation augmenter. Donc, c'est sûr qu'après, ben, ça monte dans ces centres de services scolaires, ben nécessairement, nous aussi, au national, hein, ça vient jouer sur les chiffres. Donc, on est super contents, puis c'est une belle façon de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales qui sont réalisées là, dans les milieux scolaires, là, entre autres, avec spécifiquement le volet scolaire. Sinon, pour la sensibilisation, donc qui est souvent le premier levier de l'éducation à l'esprit d'entreprendre, donc le premier contact que les jeunes vont avoir, donc on dit que c'est que l'élève est témoin de l'aventure humaine d'entreprendre. On a la semaine des entrepreneurs à l'école qui se tient à l'automne où c'est des entrepreneurs qui viennent donner des conférences en classe. Et sinon, Martine, tu en as parlé, on a lancé l'année dernière, me semble, le temps passe trop vite, je ne sais plus. Moi, je Les pense. cartes, me semble que c'est l'année passée Oui, on c'est les ça a que j'avais envoyées, là, les versions papier. L'année passée, j'étais en congé de maternité, qu'on dirait que j'ai comme un an qui manque là, un dans mes éclipse. dents. Donc, on a lancé les cartes illustrées. Donc, en fait, là, l'année passée, on avait les versions papier qui ont été, entre autres, envoyées. Les gens qui participaient au défi aux entreprendre pouvaient demander à recevoir la version papier. Donc, c'était vraiment un petit boîtier avec les 25 cartes qui reprennent, en fait, les 25 caractéristiques entrepreneuriales qu'on trouve, entre autres, dans le magazine et qui se veulent vraiment aussi être une façon de pouvoir, des fois, amorcer la discussion avec les jeunes pour parler d'entrepreneuriat, des fois leur demander un petit peu, ben, qu'est-ce que vous pensez que ça prend pour devenir entrepreneur. Mais c'est aussi une belle façon, des fois, de faire un retour sur les projets pour, tu sais, quand on parle de développement personnel sur les jeunes, ben, des fois, de pouvoir être capable de les aider à mettre des mots sur des qualités qu'ils ont peut-être développées en réalisant les projets. Donc là, à ce moment-là, on vient chercher un petit peu plus le levier affirmation. Donc, où c'est vraiment l'élève qui va s'affirmer dans ses qualités entrepreneuriales et dire, ben, maintenant que j'ai réalisé un projet entrepreneurial,
qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc, pour certains, oui, on va aller dans l'orientation professionnelle, des fois quand on est avec les plus vieux, mais souvent, pour la majorité, ça va plus être au niveau du développement personnel, donc de savoir dans quoi je suis bon, qu'est-ce que j'aime moins. Donc, des fois, il y a dans différentes étapes du projet, ça leur permet de se découvrir aussi, de découvrir peut-être des passions. Donc, si on fait un projet de jardinage, peut-être que certains ont découvert qu'ils aimaient vraiment ça, les plantes, et ça va amener aussi vers l'orientation professionnelle, vont décider de s'en aller, par exemple, en horticulture. D'autres vont peut-être dire que non, du tout, le jardinage, c'est pas pour moi, j'ai détesté, mais j'ai adoré la partie communication où on allait présenter notre projet dans les autres classes. Donc, souvent, c'est une passion pour les jeunes, et c'est là où les cartes avec les caractéristiques entrepreneuriales deviennent super intéressantes pour amener les jeunes justement à discuter et des fois à euh, réaliser eux-mêmes qu'est-ce que le projet leur a apporté un peu plus personnellement, là, si je peux dire. Et sur notre site, on a aussi la banque de projets entrepreneuriaux qui sont en fait là, des projets qui ont été réalisés et qui ont été inscrits au défi aux entreprendre. Donc, des fois, quand les gens cherchent de l'inspiration sur des projets, on a aussi la banque d'images libre de droit, pardon. Donc, Jean-Sébastien, j'aimais bien ton image on voit souvent l'entrepreneuriat à l'école comme étant le petit jeune qui vend de la limonade au coin de la rue. Mais en fait, la banque d'images, c'est autant des photos des enseignants en action avec les jeunes qui réalisent des projets, donc qui permet un petit peu de mettre vraiment, ça ressemble à quoi un projet entrepreneurial à l'école, mais aussi des images d'entrepreneurs pour quand on veut parler de un peu plus c'est quoi entrepreneur en termes de choix de carrière. Parce que souvent, les jeunes ont la vision de l'entrepreneuriat de l'homme d'affaires de 45 ans en veston-cravate avec une mallette. Alors que, on va se le dire, quand on est au gala national, bien souvent, les seuls qui ont cette allure-là, c'est les ministres puis les bodyguards des ministres, OK? Les entrepreneurs, souvent, n'ont pas du tout cette allure-là. Donc, c'est aussi une façon, des fois, d'amener la discussion, de pouvoir montrer, quand on parle de démystifier aussi l'entrepreneuriat, ben, c'est aussi de pouvoir montrer aux jeunes qu'il y a une multitude de façons d'entreprendre. Donc, oui, on peut réaliser des projets entrepreneuriaux à l'école, mais après ça, on peut, dans des choix personnels, entreprendre à sa façon. Corinne, tu as aussi donné des exemples de toi personnellement, comment tu as entrepris, comment tu as développé des caractéristiques entrepreneuriales sans nécessairement dire je starte mon entreprise. Donc, je pense que ça fait partie là, de tout ce cheminement. Puis, peut-être en terminant, quand on a fait là, l'exercice là, de justement monter, de verbaliser un petit peu c'est quoi l'esprit entreprendre, les 4 leviers d'intervention, on avait identifié 6 clés de réussite. Puis je pense que Corinne, quand je les lis, honnêtement, je pense que c'est pour ça que ça fait autant de réussite à découvrir en action parce que vous avez les 6. Je pense que vous êtes un bon exemple de quand on met en place ces éléments-là, mais ça peut juste favoriser l'entrepreneuriat dans le milieu et, ben, comme on dit, après, ça fait des petits. Donc, la première clé de réussite, c'est d'enchaîner les 4 leviers d'intervention pour vraiment aller maximiser les retombées, donc d'aller sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Ensuite, on va expérimenter en les amenant à réaliser un projet entrepreneurial. Ensuite, on va avoir le rayonnement, dont entre autres les défis aux entreprendre fait rayonner des initiatives entrepreneuriales. Et ensuite, on va aller vers l'affirmation où c'est les jeunes qui vont eux-mêmes réaliser ce qu'ils ont fait. Donc, quand les jeunes vivent les 4 leviers, bien souvent, ça a un plus grande retombée là, sur eux, mais aussi après dans le milieu. La deuxième clé, c'est d'impliquer un ou plusieurs acteurs de la communauté pour soutenir les jeunes dans le projet. Donc, Corinne, tu le disais, vous travaillez de concert avec plusieurs organisations, mais aussi dans l'article, tu en faisais mention, puis c'est revenu aussi à quelques endroits, mais de votre côté plus précisément, les écoles, vous incitez pour que les directions d'école fassent partie du comité école pour vraiment leur permettre de voir aussi ce qui se fait dans leur milieu, d'être impliqués plus concrètement. Ensuite, tout l'aspect échange, collaboration avec les collègues. Donc, quoi de mieux que de s'inspirer de d'autres collègues qui font des projets entrepreneuriaux pour s'aider mutuellement, se donner des idées. Des fois, on cherche des solutions à des OK, comment qu'on pourrait monter ça avec les jeunes? Ben, échanger avec d'autres collègues qui font des projets, ben, assurément que ça permet ça. Donc, entre autres, Corinne, vous avez vos leaders qui sont un peu des promoteurs, mais qui viennent aussi donner des idées.
affecter tes ressources. Donc, bon, on l'a mentionné, on le sait, on a des centres de services scolaires où à chaque année, c'est des nouveaux responsables locaux. Donc, c'est sûr que quand on affecte une ressource qui est vraiment avec une bonne, tu sais, qui est dédiée un petit peu plus côté entrepreneuriat, ben c'est sûr que la personne a plus de temps aussi pour faire de l'accompagnement, pouvoir bien présenter, démystifier l'entrepreneuriat au milieu. Donc, plus qu'on affecte une ressource, ben, plus qu'après, ça a des retombées dans le milieu. Proposer que l'approche fasse partie du projet éducatif de l'école. Bon, donc ça aussi, Corinne, c'est pour ça que je dis que Corinne, vraiment, sont allés chercher les 6 clés de la réussite. Donc, ça aussi, ça aide. Donc, en impliquant les directions d'école dans les comités écoles au niveau de l'entrepreneuriat, ben, ça peut aider à ce que ça l'amène une vocation. On le voit souvent, les centres de services scolaires qui ont des plus gros taux d'inscription des filles entreprendre, qui font plus de projets entrepreneuriaux, ben, des fois, ça fait partie même des valeurs et de l'approche éducative, en fait, là, du centre de service scolaire ou de l'école. Ça fait partie des valeurs. Donc, ils vont mettre de l'avant autant l'entrepreneuriat qu'au même titre qu'ils vont avoir des programmes sportifs, ben, ils vont avoir des programmes d'entrepreneuriat. Donc, dans ces contextes-là, ben, c'est sûr que ça favorise la réalisation de projets et finalement, ben, d'utiliser tous les outils qui sont à la disposition. Donc, oui, il y a les ressources financières avec le ministère de l'Éducation pour les milieux publics, donc entre autres les centres de services scolaires. Mais je pense que le magazine montre aussi une panoplie, puis c'est ça que je trouvais beau quand je lisais le magazine. Ça montre une panoplie d'outils que les enseignants, les milieux peuvent utiliser pour mettre en place. Il n'y a pas juste une façon de réaliser un projet entrepreneurial, il y en a plusieurs. Donc, moi j'ai adoré de lire le magazine, honnêtement. Moi, j'ai adoré en travaillant aussi beaucoup avec les responsables locaux, en étant beaucoup en contact avec eux. Je voyais déjà là plein de ressources pour eux, pour justement être capable de mieux parler d'entrepreneuriat, mieux outiller les enseignants qui cherchent à faire de l'entrepreneuriat. Donc, je pense que en mettant tous ces paramètres-là ensemble, bon, on arrive à faire quelque chose comme Corinne fait au centre au centre de service scolaire des découvreurs et de mettre en place tout, en fait, de mettre toutes les chances de notre côté pour que l'entrepreneuriat puisse bien s'enraciner et après ça, ben, c'est toutes les retombées au final sur les jeunes, hein, parce qu'on se rappelle que pourquoi on fait ça bien souvent, c'est pour les jeunes au final, même si généralement, et Corinne, tu pourras en témoigner, les enseignants, les intervenants scolaires qui utilisent l'esprit d'entreprendre dans leur façon d'enseigner, généralement en ressortent avec beaucoup, beaucoup d'éléments positifs ça les aide sur une panoplie là, de sphères au niveau de la classe. Ben, merci pour le beau témoignage. Ben, en fait, c'est sûr que tant mieux, là, on est très content d'entendre les commentaires là, à l'effet que le magazine va être utile dans les milieux parce que c'est pour ça qu'on le fait, c'est vraiment ça le but. Puis, il est fait pour perdurer dans le temps aussi, donc même s'il vient de sortir là, il va demeurer pertinent pendant une année, peut-être 2 aussi, là, et plus. Donc, c'est tant mieux s'il peut circuler. On essaie toujours, là, avec chaque édition du magazine, de faire un tour complet là, de chaque thématique. Donc, je pense que on a quand même bien réussi encore une fois. Puis, je voulais juste préciser pour les jeux, le jeu de cartes, en fait, que tu as mentionné, Sabrina, je crois qu'il est disponible aussi en ligne, hein, je pense, parce que les copies physiques, c'est pas tout le monde qui peut en avoir, mais en ligne, il y a Non, une version. exactement. C'est possible de demander d'avoir le kit numérique directement à partir de notre site Internet, avec, entre autres, aussi là, sur le site, il y a différentes, un petit peu des idées d'activités qui peuvent être mises en place là, avec les cartes. Parce que oui, sur chacune, bon, il y a la caractéristique avec une belle illustration, mais à l'endos aussi, il y a une description, un exemple concret, puis une question pour amener, en fait, le jeune à avoir une petite réflexion par rapport justement à cette caractéristique entrepreneuriale. Donc, il y a plein de petites activités là, qui peuvent être faites. Autant, c'est sûr qu'on aime tout le temps ça, le papier, là, en tout cas, Oui, oui, personnellement, oui. là, moi, On s'en sort pas. la nouvelle génération, je devrais être full techno, mais moi, on dit que j'aime ça le papier. Donc, mais le kit numérique est disponible puis est facilement aussi imprimable après, là, si les milieux préfèrent avoir une version tangible papier là, pour faire des activités avec leur jeu.
Donc, une autre ressource de plus là, qui peut servir dans les milieux. Donc, ben, je vois le temps file, on approche de 13 heures. Je ne sais pas s'il y avait des personnes là, dans l'assistance qui voulaient poser des questions, faire des commentaires, intervenir ou même là, parmi nos trois intervenants. Donc, je pense que tout était clair ou je vois Carole qui a ouvert son micro. Ouais, non, c'est de dire bravo et merci encore, hein, parce que c'est vrai que c'est une multitude de ressources. Et voilà, je pense que moi, je suis revenue du Québec avec cet ouvrage. Et C'est je peux vous bon? dire que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu faire en rentrant parce que je vais le partager là aussi avec mes collègues, hein. Nous, on est basé à Dunkerque et on développe des actions. Donc, et c'est vrai que c'est aussi bien la matrice de Mathias, aussi bien, voilà, moi, je suis allée voir le site Découvreur en action. Donc, voilà, Emma de Montéberge, bah, elle a eu la chance de venir il y a quelques années à Dunkerque. Donc, voilà, c'est vraiment je conseille vraiment de regarder parce que c'est une mine d'informations pour les enseignants qui souhaitent embarquer dans l'entrepreneuriat des jeunes. Ben merci, je pense que ça fait un beau mot de la fin. Puis pendant ben, qu'on discutait, il y a des petits lutins là, par derrière qui ont fait le tirage là, pour les prix de présence. Une lutine, en fait. Donc, il y a Audrey Sénégal qui a remporté la licence pour Antidote et Cassandra Buis, la licence pour Tape-Touche. Donc, on va communiquer avec vous dans les prochaines heures, j'imagine, pour que vous puissiez bénéficier de votre prix de présence. Donc, ben, je vous remercie tous pour votre participation ce midi. C'est toujours intéressant de faire un retour là, sur le après-production du magazine. C'est important pour nous et pour donner aussi l'espace aux collaborateurs qui sont souvent dans l'ombre, puis permettre au magazine de pouvoir vivre et durer dans le temps aussi. J'en profite pour annoncer que la thématique du prochain numéro qui va sortir en septembre prochain, on va dans une complète autre direction. Donc, on va traiter de cybersécurité à l'école. Donc, un autre sujet quand même d'actualité. Donc, comment on peut outiller les milieux, autant les jeunes que les enseignants et les directions là, au niveau de l'éducation à la cybersécurité. Et puis, en décembre, on va avoir un autre numéro où on va revenir sur les bases des disciplines scolaires avec une thématique qui va s'appeler Lire, écrire et compter avec le numérique. Donc, centré là, sur l'usage du numérique en français et en mathématiques. Donc, ben, les langues et les mathématiques. Donc, voilà pour les aperçus des prochains numéros. Et ben, le numéro sur cultiver l'esprit d'entreprendre à l'école, toujours disponible à partir du site web de l'École branchée, écolebranchée.com. En version papier, il en reste des copies qu'on peut commander en version papier ou numérique également. Donc, bonne lecture à tous ceux qui ne l'ont pas lu encore. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence ce midi, puis je vous souhaite un bel après-midi.